Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, élection des super maires des villes au Cameroun. La désignation avait lieu ce 3 mars dans les grandes villes du pays. Le poste de super maire introduit par le Code général de décentralisation. Le président Faure Gnassingbe est réélu à la tête du Togo. La Cour constitutionnelle a confirmé ce mardi les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 22 février. L'opposant Agbeyome Kodjo, lui, continue de contester les résultats. Et les nouvelles ambitions d'Air Sénégal, la compagnie nationale sénégalaise envisage d'ouvrir son capital aux investisseurs privés afin de porter son capital à plus de 456 millions d'euros. 14 super-maires ont donc été élus ce mardi 3 mars au Cameroun. Les super-maires sont à la tête des grandes villes et communautés urbaines. Le poste est nouveau puisqu'il vient remplacer le délégué du gouvernement nommé jusqu'ici par le président de la République, un poste introduit par la loi de décentralisation. Nelly Claude Ebessa. Les maires des grandes villes ont été désignés au Cameroun à la suite des élections de ce 3 mars 2020. Ce sont donc 14 maires des villes qui ont été élus par les conseillers municipaux issus du scrutin municipal du 9 février 2020. Une élection qui découle de la loi du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Le poste des élus locaux qui supprime celui du délégué du gouvernement nommé par décret présidentiel est l'une des résolutions du grand dialogue national. Les nouveaux maires des villes viennent apporter une dynamique nouvelle au processus de décentralisation avec toujours la même mission principale, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations sur divers aspects, notamment la salubrité avec l'aménagement de la voirie, la tranquillité et l'esthétique publique qui consiste, n'est-ce pas, en l'embellissement des villes constituant autrefois la communauté urbaine. Placé au-dessus des maires d'arrondissement, le maire de la ville doit assurer la coordination à la fois au niveau des transports, de l'hébergement et des autres équipements ayant trait à l'aménagement. Avec la gestion de près de 800 milliards de francs CFA alloués aux collectivités territoriales décentralisées, soit 15% des recettes annuelles de l'État, les nouveaux maires des villes devront rendre compte de leurs actions aux conseillers municipaux qui les ont élus. L'élection des maires des villes vient apporter une preuve du renforcement de la démocratie locale. D'autre part, cette élection matérialise la volonté des pouvoirs publics à donner une suite favorable aux recommandations du grand dialogue national car la suppression du poste de délégué du gouvernement avait été expressément évoquée. En attendant leur installation le 6 mars 2020, les super-maires élus, comme on les appelle, se disent tous prêts pour relever les nouveaux défis. Ceux des villes de Yaoundé, Limbé et du Nord envisagent collaborer avec le gouvernement pour l'organisation réussie du championnat d'Afrique des Nations en avril 2020 ainsi que celle de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en janvier 2021. Le Sahel à présent et les difficultés de la lutte contre le terrorisme. La situation s'est même dégradée pour 3 pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, où on observe une recrudescence des attaques terroristes. Devant ce constat, le G5 Sahel est pointé du doigt pour son manque d'efficacité. Philomentine. Dans un contexte marqué par la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel, la lutte contre le terrorisme s'enlise dans les pays tels que le Burkina Faso, le Mali et le Niger, étant particulièrement touchés par cette flambée d'attaques contre des cibles civiles et militaires. Selon les analystes, le G5 Sahel est un échec qui serait favorisé par la gestion financière de la stratégie de lutte qui est plutôt opaque, une région faiblement dotée en matériel et en coordination, mais surtout caractérisée par une crise de gouvernance. Chaque pays pris individuellement déploie des efforts à travers son armée nationale et au niveau transnational, mais cette force conjointe manque énormément d'équipements et de moyens. La lutte n'est pas que militaire, elle doit être aussi une lutte qui se mène sur un autre plan, c'est-à-dire le plan de la gouvernance, mais aussi le plan du développement. Ce qu'il faut noter est que les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger ne se prêtent pas à sanctionner vigoureusement certaines pratiques liées à la gestion nébuleuse du financement de la lutte contre le terrorisme. En outre, ces pays étant victimes d'attaques terroristes quasi quotidiennes ont été dotés par l'Union économique et monétaire ouest-africaine d'une enveloppe de près de 70 milliards de francs CFA pour mieux faire face à l'insécurité afin
2019. Les résultats sont très mitigés. Les dirigeants de la région aujourd'hui pensent qu'il y a plutôt même un manque d'intérêt. L'année 2019 aura été l'année la plus meurtrière pour les armées, mais aussi pour les civils. Dans le cadre de la lutte, on constate dans ces pays une non-conformité des armes livrées aux prescriptions techniques, des détournements dans l'achat même de ces armes, des surfacturations. Au moment où les citoyens contribuent à l'effort de guerre, soit par des taxes ou impôts ou encore de façon volontaire. Au Togo, la Cour constitutionnelle a confirmé ce mardi 3 mars la réélection du président Forna Simbé. Il obtient 70,78% des suffrages, loin devant son principal adversaire Agbeyome Kodjo qui totalise lui 19,46% des voix. L'opposant qui avait d'ailleurs déposé un recours devant la Cour constitutionnelle continue de contester les résultats. Reportage de notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. Nous allons exercer le pouvoir. Agbeyome Kodjo, candidat du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, n'a pas dit son dernier mot. Au lendemain de la proclamation des résultats définitifs de la Cour constitutionnelle, le candidat arrivé deuxième à la présidentielle de février 2020 entend poursuivre ses tractations diplomatiques pour, dit-il, parvenir à la vérité des urnes. Il a nommé un premier ministre et il va continuer dans ce sens. Mais nous devons, nous, citoyens aussi, faire notre part pour que la combinaison de ces actions multiformes nous permette, dans un futur proche, de rétablir la vérité. Le nouveau score attribué à Agbeyome Kodjo par la Cour constitutionnelle est de 19,46% contre 18,37% précédemment par la Commission électorale. Le président sortant Forna Simbé, lui, obtient désormais 70,78% des voix. La Cour avait toute l'autorité de pouvoir rectifier tout chiffre qui pourrait ne pas correspondre aux réalités du terrain. Et la Cour l'a clairement signifié, l'a clairement indiqué, en disant qu'il y a eu des endroits où elle a dû prendre en compte des voix qui n'avaient pas été comptées ou en d'autres endroits des voix qui étaient, je dirais, à redresser. La proclamation des résultats définitifs clôt officiellement le chapitre de l'élection présidentielle au Togo, où l'opposition, une nouvelle fois, semble manquer le rendez-vous de l'alternance. Ce que l'opposition doit penser aujourd'hui, c'est de renouveler la classe, c'est de conserver les acquis, capitaliser sur les acquis et aller donc de l'avant. Au lendemain de la proclamation des résultats définitifs, le ministre togolais de la fonction publique a invité les contestataires de la présidentielle à accepter la décision de la Cour constitutionnelle que l'opposition estime, à tort ou à raison, à la solde du pouvoir. Il y a 5 ans, la déclaration d'Abidjan sur l'élimination de l'apatridie était adoptée par les États membres de la CEDEAO. Depuis, 9 pays ont mis en œuvre des plans d'action nationaux. Des avancées majeures ont ainsi été réalisées, comme a tenu à le souligner l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Siamo Victoria Sedji. Cela fait 5 ans que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a adopté la déclaration d'Abidjan sur l'élimination de l'apatridie. L'engagement pris par les 15 États membres de la CEDEAO est aujourd'hui salué par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR. L'organisme se félicite des progrès réalisés et exhorte les États à redoubler d'efforts. Nous constatons des progrès significatifs en termes de réformes politiques et juridiques pour remédier aux problèmes de l'apatridie à travers toute la région. C'est une démonstration exceptionnelle en termes de volonté et d'engagement politique. 12 des 15 États de la CEDEAO ont ratifié les 2 conventions des Nations Unies relatives à l'apatridie. 9 États ont mis en œuvre des plans d'action nationaux. En Côte d'Ivoire, 400 000 enfants de plus ont été sortis de l'apatridie. La Sierra Leone, pour sa part, assure désormais l'égalité entre les sexes dans la transmission de la nationalité. Le Libéria lui a emboîté le pas. Ce serait mettre fin justement à une sorte de discrimination, à une sorte d'injustice sociale et juridique que de permettre aux femmes aujourd'hui de transmettre leur nationalité. Les VBG qui naissent des situations de conflit touchent plus les femmes et les enfants. Lorsqu'il y a un abandon au niveau de la famille ou du père, ce sont les femmes qui deviennent les principaux parents en fait des enfants. La déclaration d'Abidjan sur l'éradication de l'apatridie a été adoptée en février 2015. Le document, qui contient 26 engagements, entend mettre fin d'ici 2024 au déni de nationalité en Afrique de l'Ouest. Une région
où les apatrides étaient estimés à 700 000 en 2018, selon le HCR. Air Sénégal va ouvrir son capital aux investisseurs privés. L'opération pourrait débuter dès la fin de cette année 2020. La compagnie nationale sénégalaise pourrait ainsi renforcer son capital et le porter à plus de 456 millions d'euros, avec comme objectif à terme être le leader du transport aérien ouest-africain. Siamo Victoria Sedji. Pour accélérer son développement, Air Sénégal ouvrira son capital aux investisseurs privés. L'ouverture se fera entre fin 2020 et début 2021, selon l'annonce de la direction générale de la compagnie nationale sénégalaise. Son capital initial est d'environ 70 millions d'euros. En mars 2019, l'exécutif a déclaré vouloir le faire passer à plus de 456 millions d'euros, dont 20% reviendront aux particuliers sénégalais. Des pourvoyeurs de fonds chinois et du Moyen-Orient se sont dit intéressés. L'ouverture du capital est nécessaire. Air Sénégal a besoin d'avoir une stratégie de souveraineté au niveau national. Un investissement, c'est pour rentabiliser. Si on est convaincu, quand on met de l'argent, c'est pour être plus rentable, c'est pour gagner plus d'argent, il n'y a pas de problème. Ils doivent essayer de voir qu'ils peuvent assurer demain la continuité de l'activité. À terme, Air Sénégal ambitionne d'être le leader du transport aérien ouest-africain et projette d'atteindre le point d'équilibre financier à l'horizon 2022. La compagnie visait 425 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019 et 300 millions en 2020. Les défis, c'est les défis de l'investissement. C'est les défis d'avoir un équipement compétitif du point de vue de la flotte, mais du point de vue aussi de l'organisation et du déplacement assuré. Si on veut aller loin et être fort, on doit aussi assurer la notoriété de la structure. La structure a besoin de partenaires solides. Créée en 2016, Air Sénégal a démarré ses opérations en 2018. Elle dessert à ce jour environ 20 destinations reparties dans 9 pays. La compagnie compte ouvrir en 2020 3 nouvelles lignes. Direction à présent la Côte d'Ivoire, première économie de la zone UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, avec près de 40% du produit intérieur brut de la zone. Le dynamisme économique du pays est tiré notamment par le secteur privé. C'est pourquoi les chefs d'entreprise, en particulier des PME, sont régulièrement distingués afin de mettre en valeur leur contribution à l'économie nationale. Reportage de notre correspondant Olivier Connard. Vers la promotion de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire, par la distinction d'un meilleur chef d'entreprise. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, le secteur privé constitue le moteur de la croissance. Les petites et moyennes entreprises contribuent à 20% au produit intérieur brut et emploient 23% de la population active. Pour les managers, acteurs de ces performances, recevoir un prix constitue une reconnaissance des efforts et une exhortation au travail. Ce prix-là va nous motiver encore plus à continuer à distribuer efficacement les instruments du savoir à la Côte d'Ivoire. Nous essayons en fait de vulgariser le livre et de faire en sorte que ce soit un instrument que l'Ivoirien s'approprie. Le conseil que je donne à mes frères ivoiriens et aux entrepreneurs africains est de croire à leur avenir. Il faut qu'ils soient des modèles à impacter la population, leur milieu de travail. Il faut que ce soit des modèles exemplaires à ce que tout le monde puisse les suivre. À l'instar du secteur privé, les managers d'institutions publiques s'inscrivent dans la performance. Ainsi, à l'université de Cocody, les ressources propres sont passées de 7 à 35% du budget grâce à des réformes. La stratégie que nous avons mise en place, elle a consisté simplement à diversifier les sources des ressources propres. Alors l'objectif à terme pour nous est de faire en sorte que la subvention de l'État soit moindre dans le budget de l'université. Nous avons donc boosté les services de recouvrement, nous avons créé d'autres ressources propres. À noter que le gouvernement ivoirien a institutionnalisé des prix d'excellence décernés à l'occasion de la fête nationale afin de promouvoir la bonne gouvernance dans tous les secteurs de la société. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.